Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Monaco Info. Voici les titres de ce mercredi. Une réunion de haute importance aujourd'hui, la 134e session du comité des ministres du Conseil de l'Europe à Luxembourg a réuni les ministres des Affaires étrangères des 46 États membres pour évoquer les grandes thématiques d'actualité. Isabelle Béraud-Amadei, ministre monégasque des Relations extérieures, était présente et répondra à nos questions dans quelques instants. La Fondation Prince-Pierre avait rendez-vous à Paris. Aujourd'hui, son conseil littéraire y a désigné les grands auteurs francophones sélectionnés pour le prix Prince-Pierre et les nommés pour la bourse découverte du premier roman. Nous étions sur place. Un autre déplacement, cette fois en Italie. Le prince Albert II poursuit son tour des anciens fiefs de la famille Grimaldi. L'occasion de passer par Irsina aujourd'hui et le site de Pompéi demain. Une visite suivie de près par l'ambassadeur de Monaco en Italie, Annie Stoud, qui sera notre deuxième invité pour nous en parler. Dans ce journal également, c'est une innovation étonnante que nous vous ferons découvrir ce soir à l'initiative de la Fondation Princesse Charlène, une piscine itinérante installée dans un camion pour permettre des leçons de natation aux jeunes des villages isolés de la région comme à Alos. Et puis de la danse, les élèves de l'Académie Princesse Grace passent en ce moment leurs examens et vous verrez que cela donne lieu à un véritable spectacle à découvrir à la fin de ce journal. Prenons tout de suite la direction de Luxembourg où se tenait aujourd'hui la 134e session du comité des ministres du Conseil de l'Europe, une réunion annuelle qui permet d'évoquer les thématiques d'actualité comme la guerre en Ukraine, la démocratie en Europe ou l'environnement. Les ministres des Affaires étrangères des 46 États membres de l'organisation étaient donc conviés à cette réunion dont Monaco, représentée par sa ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud-Amadei, et elle est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir Théo. Merci d'être avec nous sur Monaco Info depuis le Luxembourg pour évoquer ce déplacement de haute importance. Cette 134e session du comité des ministres a permis entre autres au Conseil de l'Europe de renouveler son soutien à l'Ukraine. Concrètement, comment se traduit-il au travers des décisions annoncées aujourd'hui ? Eh bien, c'était très important dans le cadre de cette conférence ministérielle du Conseil de l'Europe de réaffirmer notre soutien à l'Ukraine, ce que nous avons fait évidemment depuis février 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Il y a différentes mesures, certaines ont déjà été adoptées, d'autres sont en cours d'adoption. Lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe à Reykjavik, en 2023, avait été adoptée l'idée d'un registre des dommages qui permet aux victimes de la guerre d'agression par la Russie en Ukraine, aux victimes donc de déposer des demandes qui visent à l'indemnisation du préjudice qu'ils ont subi. Donc ce registre des dommages est déjà mis en place. Il a réuni actuellement un peu plus de 20 000 demandes. Donc ça, c'est une mesure effective qui résulte donc d'une volonté des autorités des États membres de mettre en place ce registre. Ensuite, des travaux sont en cours et les ministres des Affaires étrangères présents aujourd'hui se sont félicités des avancées d'une commission d'indemnisation qui prendra la suite du registre. Cette session a également une valeur symbolique pour la principauté puisque nous sommes à 1 an de la passation de présidence en faveur de Monaco qui interviendra pour 6 mois à partir de mai 2026. Un sujet qui a été abordé à Luxembourg à l'occasion des rencontres bilatérales. Et visiblement, on est déjà sur des préparatifs avec les instances du Conseil de l'Europe, mais aussi avec la Moldavie qui nous transmettra cette présidence et le Monténégro à qui nous la passerons à notre tour. Alors cette réunion d'aujourd'hui m'a permis également de solliciter des rencontres bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères moldave et mon homologue du Monténégro, puisque vous l'avez dit Théo, effectivement, la Moldavie prendra la présidence juste avant nous. Et ensuite, nous passerons, à l'issue de notre présidence, le bâton, si je puis dire, au Monténégro. Donc, c'était une occasion parfaite pour me réunir avec mes homologues de Moldavie et du Monténégro pour échanger ensemble sur les priorités de nos présidences et dégager peut-être des sujets communs que nous pourrons mettre en avant de façon commune dans le cadre de ces 3 présidences. Prendre la présidence du comité des ministres immédiatement après avoir célébré les 20 ans de l'adhésion de la principauté, c'est quelque chose de symboliquement fort. Comment sont programmées les présidences ? Est-ce que c'est là une coïncidence ?
Alors en fait, Monaco, vous le savez, est devenu membre du Conseil de l'Europe en 2004. Et lorsque nous sommes devenus membres, c'était les Pays-Bas qui assuraient la présidence. Les présidences se déroulent tous les 6 mois par ordre alphabétique. Donc nous avons dû attendre tout un cycle complet de présidence, c'est-à-dire 22 ans, avant que Monaco donc, ne prenne cette présidence qui débutera le 15 mai 2026. Alors sans déjà en dévoiler trop le programme, quels seront les axes forts qui marqueront la présidence monégasque? Sur quel message la principauté souhaitera insister pendant ces 6 mois? Alors, ce que je souhaite dire, c'est que nous sommes déjà en principauté mobilisés activement pour préparer donc cette présidence, qui sera un moment historique, puisque je viens de le dire, c'est la première fois de son histoire que Monaco assure la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc, des départements ministériels mobilisés, un comité de pilotage interministériel qui travaille régulièrement pour élaborer un programme que nous dévoilerons dans un an. Une représentation permanente à Strasbourg très mobilisée, très dynamique, qui travaille activement également. Et donc, nous allons mettre en avant des valeurs qui sont chères à la principauté. Et donc, parmi les priorités de la principauté, le sport, avec l'accueil de la conférence des ministres des Sports qui aura lieu à Monaco en novembre 2026, la lutte contre les violences faites aux femmes, la protection des enfants, réaffirmer l'attachement de la principauté à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'exécution des arrêts de cette Cour, et un volet également sur la criminalité organisée. Merci beaucoup Isabelle Béroux-Amadei d'avoir accepté cet entretien depuis Luxembourg dans le cadre de la 134e session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe à laquelle vous participez en tant que ministre monégasque des Relations extérieures et de la coopération. Merci beaucoup. Merci beaucoup Théo, bonne soirée. Un autre rendez-vous très attendu se tenait en parallèle aujourd'hui, cette fois à Paris. La Fondation Prince-Pierre y réunissait ce midi son conseil littéraire pour désigner dans un premier temps la liste des grands auteurs francophones sélectionnés pour le prix Prince-Pierre, puis les nommer pour la bourse découverte du premier roman. Les détails de Christophe Pacaud et Jérémy Henry sur place. Oui, traditionnelle réunion du Conseil littéraire ce midi à Paris, hôtel Ritz, bien sûr, tout près de la place Vendôme, présidé par son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, avec encore une fois un parterre d'écrivains de renom, bien sûr, à l'image d'Amin Malouf qu'on va rencontrer dans quelques instants. On était là, aujourd'hui, tout près de cette fondation, pour vous dévoiler, bien sûr, les noms retenus d'abord pour le Grand Prix, le prix Prince-Pierre, puis pour la catégorie des petits jeunes talents, de ceux qui viennent d'écrire un premier livre. C'est le prix de la découverte. Voici les nommés. Ils vous sont présentés par le secrétaire général de la Fondation Prince-Pierre, Jean-Charles Curon. Natacha Apana, Louis-Philippe d'Alembert, Marie-Hélène Lafont et Marie Nimier. Ça veut dire encore une fois que ça récompense l'œuvre entière. En effet, le prix littéraire est donné à un auteur de renom à l'occasion de la sortie d'un ouvrage récent pour l'ensemble de son œuvre. Donc nous avons Ruben Barouk pour Tout le bruit de Guélise, magnifique roman. Je ne devrais pas donner mon avis. Non, mais bon. Alice de Velay, Tombée du ciel, Le vrai visage de la pluie, c'est joli, de Jonathan Dumani, Fait d'eau s'en va, de Thierry Thomas, Mon vrai nom est Elisabeth, d'Adèle Lyon, et La patiente du jeudi, de Nathalie Zadje. Je crois que le titre du premier roman est choisi avec un soin extrême. C'est effectivement une très belle sélection, avec des ouvrages très divers, mais visiblement mus par la passion de l'écriture. Particularité de cette édition 2025, vous venez de le constater, la présence de 3 écrivaines sur 4 sélectionnées sur le Grand Prix, sur le prix Prince-Pierre. La réaction de l'académicienne Dominique Bonnat. Alors ce n'est pas du tout intentionnel, elles se sont imposées d'elles-mêmes.
sans que, pour ainsi dire, on ait à plaider pour leur cause, parce qu'il y a des romans vraiment très remarquables cette année dans cette sélection. J'espère qu'elles vont continuer jusqu'à l'automne et qu'on verra leur nom briller. C'est important au départ, effectivement, pour les académiciens qui sont là, de repérer dans la nouvelle génération des forces vives. Et j'attache moi beaucoup d'importance à ces premiers romans, à ces deuxièmes romans, c'est-à-dire les débuts de l'écriture, pour les avoir vécus moi-même. Je sais la passion que cela contient, mais je sais aussi la part d'incertitude, de doute. On a besoin, quand on est jeune, quand on commence quelque chose, d'avoir la reconnaissance de personnes plus âgées, mais qui exercent le même métier et qui partagent surtout la même passion. Dominique Bonnat et son formidable, inoubliable Malika. Et puis rencontre ici dans les Jardins du Ritz, après ce conseil littéraire, avec Amin Malouf, prix Goncourt pour Le Rocher de Tagnos, aujourd'hui membre éminent de l'Académie française. Il y a des moments où on couronne quelqu'un qui s'est imposé par la qualité de son œuvre, par l'ampleur de son œuvre. Il y a des moments où on a envie de pousser un peu quelqu'un dont on a lu des choses très belles et qui n'est pas suffisamment connu. C'est un mélange d'un peu de découverte, d'un peu de confirmation. Et c'est un peu le jeu des jurys littéraires, d'être à la fois en train de constater et de faire découvrir. Vous avez reçu la médaille du mérite ? J'ai eu la joie de recevoir des mains de la princesse Caroline le titre de commandeur du mérite culturel de Monaco. J'étais vraiment heureux. Et puis ça va un peu au-delà. Je pense qu'il y a un lien affectif avec la principauté. Je suis un méditerranéen, je viens d'un pays, le Liban, qui géographiquement ressemble un peu à Monaco. Donc Monaco, c'est un peu un pays entre mes deux patries, entre la France et le Liban. Amin Malouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française. La remise des prix, du prix Prince-Pierre comme le prix de la découverte, aura lieu à l'Opéra Garnier. Là aussi, comme le veut la tradition, sera le 14 octobre prochain. Le prince Albert II poursuit quant à lui son tour des anciens fiefs de la famille Grimaldi. Après les Ardennes, c'est en Italie qu'il se rend. À cette occasion, il a rendez-vous à Irsina et sur le site archéologique de Pompéi. Pour tout savoir de ce déplacement exceptionnel, nous sommes en ligne avec l'ambassadeur de Monaco en Italie, Anne Eastwood, qui fait partie de la délégation elle aussi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien sur notre antenne. Madame l'ambassadeur, ce voyage princier est à la fois une façon pour son Altesse Sérénissime le Prince de rendre hommage à ses prédécesseurs et de se souvenir tout particulièrement de sa mère, la princesse Grace. Tout à fait, comme à chaque déplacement qu'effectue le prince souverain auprès des sites historiques, récemment en France, mais nous avons la chance de le revoir en Italie et particulièrement ici en Basilicate où il s'était déjà rendu, donc dans cette région d'Italie du Sud, il y a 2 ans maintenant, pour aller visiter un certain nombre de fiefs. Il y en avait 2, c'était Monteverde et Ripacandida à l'époque, qui étaient aussi donc des anciens fiefs de la famille Grimaldi. Et aujourd'hui, nous nous trouvons donc à Irsina, une nouvelle commune qui vient d'intégrer l'association italienne des sites historiques. Et comme à chaque déplacement qui nous réserve des merveilles, ce sont de petits endroits, de petits villages, souvent inconnus, souvent d'ailleurs inconnus des Italiens eux-mêmes, mais qui sont toujours spectaculaires en dehors des liens évidemment historiques qu'ils entretiennent avec la dynastie des Grimaldi. Cela fait plusieurs fois maintenant que le souverain vient en Italie, vous l'avez dit, et il a toujours été très bien accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. J'imagine que ça n'a pas changé cette fois. C'est toujours des instants absolument de communion populaire, avec à la fois la participation des anciens, parce qu'ils sont souvent nombreux, et comme aujourd'hui des jeunes, des enfants qui viennent participer à ce grand moment qui est toujours la visite du prince souverain, puisque c'est un chef d'État qui se rend dans leur commune, et c'est en dehors je dirais du coup de projecteur que cela amène aux communes elles-mêmes, une occasion de fêter et de renouer ces liens très anciens qui nous unissent à travers l'histoire de la famille Grimaldi. Comment se portent les relations entre Monaco et l'Italie aujourd'hui ?
Elle se porte de façon excellente, bien entendu. Nous avons récemment accueilli, il y a tout juste 2 jours, une commission bilatérale italo-monégasque, donc qui entretient ce dialogue que nous avons, évidemment, les ambassades sur place, chacune l'ambassade de Monaco en Italie auprès du gouvernement italien et ma collègue ambassadrice de Monaco avec notre propre gouvernement. Mais c'était un moment important de dialogue et puis je dirais presque historique parce que la commission ne s'était plus réunie depuis une dizaine d'années. Donc on impulse à nouveau, je dirais, ce dialogue plus régulier au plan politique pour faire avancer également des dossiers importants. Et je crois que ce rapport direct et personnel qu'ont pu avoir les représentants des autorités il y a 2 jours est également important, riche et sera fructueux pour faire avancer le dialogue et les dossiers. Merci beaucoup Anis Wood, ambassadeur de Monaco en Italie, d'avoir répondu à nos quelques questions sur ce déplacement princier. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Retour à Monaco à présent. Hier soir avait lieu une nouvelle édition du Demo Day dans les locaux de Monaco Tech, cet incubateur de start-up de la Principauté. C'est à cette occasion que des start-up qui ont intégré le programme monégasque étaient amenés à pitcher leur projet pour lancer leur réseau. Alban Gingembre et Marie-Ève B sont allés découvrir cette promotion 2025. Ils ont quelques minutes pour présenter leur concept et éventuellement séduire de potentiels clients ou investisseurs. Ici, ces start-up sont surtout portées sur l'innovation technologique. Mataflow, c'est une start-up qui développe tous les outils nécessaires pour l'exercice en imagerie médicale, augmentés par l'intelligence artificielle générative pour sécuriser et accélérer le travail des médecins. Competitor is a startup that provides and will deliver by the end of 2026 the first electric outboard motors with counter-rotating and proprietary systems of technology introduced in a 30 kilowatt motor for small to medium-sized boats. Ces 4 jeunes entreprises viennent d'intégrer Monaco Tech, l'incubateur de start-up de la Principauté, une aide précieuse pour se lancer. Quand on est, par exemple, médecin comme moi, on n'est pas entrepreneur et ça ne s'invente pas. Il y a des étapes, par exemple la protection intellectuelle de son projet, par exemple le financement de son projet. Quand on entreprend un projet tech comme moi, on est concentré sur la technologie et son apport, mais il y a un projet business derrière. Et c'est à cet instant que Monaco Tech intervient. Le programme accompagne les startups pour transformer des idées en projets concrets. C'est un point de départ. Jusqu'ici, elles étaient incubées, on les gardait un petit peu pour nous. Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est de les présenter, mais c'est le point de départ de tout l'accompagnement qui va suivre derrière. On va les accompagner pendant 18 mois et elles vont bénéficier pendant tout ce temps-là d'autres mises en relation ciblées, d'un programme d'accompagnement, de coaching, d'un soutien si elles recherchent du financement aussi, d'autres mises en relation avec des investisseurs. Un nouvel appel à candidature est lancé à Monaco Tech pour les entrepreneurs de demain. En basket, la Roca Team s'est imposée 86-48 sur le parquet de La Rochelle hier pour la 28e journée de Betclic Elite. Une belle performance et une belle répétition générale alors que le Final Four d'Euroleague approche à grands pas. Avant ça, la prochaine échéance du championnat est fixée ce samedi à Chalon-sur-Saône. La Fondation Princesse Charlène a inauguré un projet tout à fait étonnant hier dans la commune d'Alos, dans les Alpes de Haute-Provence. Il s'agit d'un centre aquatique mobile, une piscine itinérante installée dans un camion pour permettre aux jeunes de 3 à 12 ans d'apprendre à nager près de chez eux. Gaëtan Lebrun et Alex Savial sont allés voir par eux-mêmes. En collaboration avec Aqua Itineris, la Fondation Princesse Charlène continue de sensibiliser à la prévention de la noyade et la santé par le sport. Imaginée et conçue par Jean-François Buisson, la piscine mobile met à disposition un bassin de 8 mètres de long et 1,40 m de profondeur, des vestiaires et bien sûr des maîtres nageurs pour offrir à tout le monde un accès à l'apprentissage de la natation. L'idée, c'est venu de mon travail humanitaire parce que je suis un humanitaire à la base. Et j'ai créé des écoles enfantines, mais aussi des groupes de secouristes volontaires en cas de catastrophe naturelle. Et surtout pour les inondations, et il fallait apprendre à nager aux populations dans des villages paumés dans les montagnes du Moyen Atlas au Maroc. Donc l'idée c'était, comme on ne peut pas construire de piscine sur place, il n'y a pas de piscine sur place, il faut en amener une, on l'amène. C'est là où j'ai eu l'idée d'amener la piscine sur un camion et puis de la faire tourner dans les villages pour apprendre à nager à tout le monde.
Ce centre aquatique itinérant est une solution efficace pour répondre au manque d'infrastructures dans les zones rurales et permettre à plus de 1000 enfants d'apprendre à nager chaque année, un exceptionnel outil pédagogique qui illustre parfaitement le combat mené quotidiennement par la Fondation Princesse Charlène. Comme on le sait, malheureusement, l'OMS produit chaque année des chiffres. Le dernier rapport en décembre 2024 fait état de plus de 300 000 morts par an par noyade. Et malheureusement, majoritairement des enfants moins de 5 ans. Donc, fort de ce constat, et de par l'objectif de la Fondation, cet outil nous a apparu évident et ALOS nous a sollicité parce que malheureusement pour eux, la première infrastructure pour apprendre à nager est à près d'1 heure de route. Un nouveau modèle dépliant devrait être réalisé cette année pour permettre aux enfants de bénéficier d'encore plus d'espace. C'est un des temps forts de leur parcours. Les élèves de l'Académie de danse Princesse Grace se sont confrontés à un jury de professionnels aujourd'hui dans le cadre de leur examen de fin d'année. Un travail de longue haleine qui a donné lieu, vous allez le voir, à un spectacle époustouflant. Sarah Nkari, Camille Caloni et Clélia Renaud. Tour à tour, les 40 élèves de la prestigieuse école ont performé sur la scène de l'atelier des ballets, sous le regard attentif des juges présents devant eux et du directeur de l'Académie Princesse Grace. Hier, on a fait une dernière réunion, je demandais qu'est-ce que c'est la peur, si vous avez peur de quelque chose, et tout le monde c'était toujours de dire j'ai peur que le public n'arrivera pas à voir ce que je vais donner. Et j'ai dit il faut danser sans avoir cette idée, il faut juste donner ce que vous avez, vous devez être satisfait juste d'avoir donné le mieux que vous pouvez dans le moment qui arrive. Âgés entre 13 et 18 ans, ces passionnés issus des 4 coins du monde ont été évalués sur 3 variations, classique, contemporaine et de composition, une dernière partie dans laquelle ils ont pu s'exprimer pleinement. C'est quelque chose qu'on a créé nous-mêmes, donc forcément on se sent plus à l'aise, c'est notre composition, notre choré, donc c'est un peu pour montrer qui on est au jury, donc je pense que c'est le moment où on prend le plus de plaisir. À l'issue des 3 heures de performance, les 5 danseurs de 5e année ont été diplômés. Je suis vraiment content avec le travail que j'ai fait pendant ces 5 ans. Et aussi, je suis un peu triste pour partir et pour commencer ma carrière. Mais aussi, en même temps, je suis vraiment content de continuer et d'avoir réalisé ce rêve. Pour les autres des niveaux inférieurs, cette matinée était l'occasion de se confronter au jugement des professionnels du milieu, comme Pontus Lidberg, nouveau directeur du ballet Nice Méditerranée. Pour moi, en particulier, ce qui me touche, c'est le regard. C'est quelque chose qui est un je ne sais quoi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment dire exactement ce que c'est, mais quelque chose de captivant. C'est des petites différences qui sont quand même des différences, mais ça reste un niveau très élevé. Chaque année, Luca Massala parcourt le globe à la recherche des jeunes les plus prometteurs. Sur 15 000 rencontrés, seuls 10 intègrent l'Académie monégasque. Au terme de la formation, certains signeront avec les ballets de Monte-Carlo et d'autres partiront vers de nouveaux horizons. Voilà, et la prochaine échéance sera le gala de l'Académie au mois de juin. Le monégasque est bien sûr la langue officielle du pays, au même titre que le français. Elle est enseignée dès le plus jeune âge dans les écoles de la principauté. Et chaque année, un concours scolaire est organisé pour rappeler à quel point elle est importante pour la culture et l'identité locale. Hier matin, c'était justement l'heure des épreuves écrites pour les élèves du collège Charles III. Et nous y étions, Léa Dutrouille et Marie-Ève B sur place. La langue monégasque ne se contente pas de survivre, elle s'écrit, se parle, se transmet et parfois elle se défend aussi. Dans les salles du collège Charles III, ce sont les élèves eux-mêmes qui ont été les gardiens le temps d'une épreuve pas tout à fait comme les autres. Notre envie, c'est vraiment en fait de transmettre cette langue qui fait partie du patrimoine immatériel de la principauté et de montrer aux élèves que à Monaco, il existe une langue qu'on peut continuer à parler et en tout cas dont on utilise des expressions dans le quotidien sans même s'en rendre compte. Et c'est en fait cette langue qui est intéressante parce que c'est ce qui fait qu'on est différent des autres. Voilà, c'est vraiment une langue de cœur et une langue identitaire. Ce concours, organisé en partenariat avec la mairie et l'éducation nationale de Monaco, rassemble chaque année depuis 1981 des élèves du CM2 à la terminale.
Cette langue aux sonorités chantantes héritée du ligure est soutenue aujourd'hui par une politique linguistique active. L'enseignement du monégasque, à l'initiative du prince Régnier III, est obligatoire depuis 1976. Aujourd'hui, ce sont les collégiens qui sont réunis dans leurs collèges respectifs pour les épreuves écrites. Ensuite, il va y avoir une sélection et les élèves sélectionnés viendront passer les épreuves orales qui auront lieu en mairie durant la semaine du 2 au 6 juin. Et puis la remise des prix, cette très belle soirée familiale, culturelle, aura lieu donc dans la cour de la mairie le lundi 16 juin en présence des plus hautes autorités de la principauté. Dans les copies, il est question de vocabulaire, de grammaire, mais surtout de mémoire. Une fois l'examen terminé, certains se rendent compte que la langue n'est pas seulement qu'un outil. Je pense que c'est plus un héritage à préserver. Et moins une langue, langue vivante, c'est vrai que de moins en moins de personnes en parlent et il faudrait que ce soit plus parlé ici, à Monaco. Tu peux nous dire quelques mots en monégasque? Je sais pas moi, buongiorno, me chiamo Adam. Bonjour, je m'appelle Adam, voilà. Go 15 anni, et j'ai 15 ans. Voilà. Je me sens plutôt sereine parce que je pense que j'ai quand même bien réussi. J'ai pas eu beaucoup de difficultés donc je pense que ça va aller. C'est peut-être là l'essentiel, tant qu'une langue est transmise, elle n'est pas en danger, elle respire. Cette information à présent communiquée par le gouvernement princier. Plusieurs services de l'administration ont déménagé ou vont déménager prochainement au centre administratif situé, notez bien, au numéro 5 de la promenade Honoré 2. La direction des affaires juridiques, la direction de l'action et de l'aide sociale, celle de l'habitat, celle de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les services des titres de la circulation et l'administration des domaines ont déjà pris leur quartier dans les locaux du nouveau pôle administratif. Ce vendredi, ce sera au tour de l'Office des émissions de timbre-poste et en juin, au tour des services des parkings publics et de la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité. Et avant de refermer ce journal, un mot de cette projection spéciale proposée hier soir au Théâtre Princesse Grace, Les Voix du Silence, un film documentaire de 52 minutes qui revient sur les 20 ans de Fight-Heads Monaco et ses combats portés par la princesse Stéphanie contre le VIH-Sida. Voilà pour l'actualité du jour, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un court instant, les prévisions météo de Sarah Nkari. Juste après, ne manquez pas la nouvelle capsule des vidéastes du pavillon Monaco à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon. On se quitte sur les images de la 134e session du comité des ministres au Luxembourg, aujourd'hui capturée par notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à toutes et à tous. Il y aura comme un air d'été demain en Principauté et sur la Côte d'Azur. Le soleil brillera de 1000 feux sans l'ombre d'un nuage. Pas de vent, pas de précipitation. Les feux sont au vert si vous souhaitez profiter de la plage. Pour ce qui est des températures, là aussi on s'approche de la saison estivale et gagnons quelques degrés. 14 pour la minimale, 22 pour la maximale et un ressenti, tenez-vous prêt, de 31 dans l'après-midi. Enfin, nous fêterons ce jeudi 15 mai la Sainte Denise, un prénom devenu très populaire durant les années folles. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.